Bonjour à tous, je suis Émilie, la fondatrice de Major Glasses et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau webinaire autour du ministère des Armées. Cette fois-ci, ce sera avec une invitée civile. Alors, Audrey connaît déjà la bonne marche. Bonjour Audrey, je vous invite à aller dans le chat en bas à droite et à me faire un petit coucou comme Audrey, Clara, Emeric, Elvire et tous ceux qui vont me confirmer qu'ils m'entendent. Rachel, Elisa, Adil, Paul, Sharon. Je suis ravie de vous voir. Chloé, Missia, Tiffany, Vincent. Eh bien, écoutez, ravie de vous avoir avec nous. Marc, Léa, Gloria, Vincent. Eh bien, ça fait plaisir de vous retrouver nombreux. Et Steven et Sacha. J'espère que vous allez bien. Hello Nicolas. Est-ce que c'est une première pour vous? Est-ce que vous êtes déjà venu dans nos webinaires sur Major Glasses? Salut Hugo. Première pour Emeric. Première pour Elvire. Emmanuel nous dit bonjour. Ouh là là, il y en a dans tous les sens. Je me perds un peu. Première fois apparemment. Deuxième fois pour Gloria. Bon, super. J'espère que vous reviendrez. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Si vous m'entendez. Et la manière dont ça fonctionne. Désolé, petit problème de micro. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'à côté de l'onglet chat, vous avez un onglet questions. Cet onglet questions, vous devez l'utiliser pendant la première partie de ce webinaire où je serai la seule à pouvoir poser des questions à notre invité. Mais pendant la deuxième partie, je vais prendre vos questions. Donc, pour ça, j'ai besoin que vous alliez mettre vos questions dans l'onglet questions en vous présentant. Donc, n'hésitez pas à me donner votre prénom, votre âge, les études que vous suivez si vous êtes en formation, le job que vous occupez, si vous avez un job, si vous êtes en reconversion, quel était votre dernier job. Et puis, vous posez votre question à l'attention de notre invité. N'hésitez pas aussi, et n'oubliez pas surtout d'aller voter pour les questions qui vous intéressent le plus, ce qui m'aidera à choisir les questions de la question la plus votée vers la question la moins votée. Ça vous va? Donc, jusqu'à les 30 premières minutes à peu près, c'est moi qui pose des questions à notre invité. Les 30 minutes suivantes, ce sont vos questions que je prends. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et à voter pour elles de façon à ce que je sache ce qui vous intéresse le plus. Ça vous va? Vous êtes partant? Vous avez hâte de découvrir le parcours de Chloé dans la défense? Est-ce que les achats d'armement, ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente? Ouais. Oui, nous dit Sabrina. Bon, et alors on y va. Je stoppe le suspense et j'invite notre invitée Chloé à me rejoindre. Magie du direct. Dans quelques instants, nous serons deux. Salut Chloé, tu vas bien? Oui, ça va nickel, oui. Ravie d'avoir avec nous Chloé. Merci de nous partager ton parcours que j'ai trouvé extrêmement inspirant. Du coup, Chloé, il y a une petite coutume dans ces webinaires. On commence par ce qu'on appelle la carte d'identité de l'invité. Très bien. Partante? Allez, c'est parti. Alors, on y va. Chloé, tu es au ministère de la Défense, enfin des Armées. Tu es civile. Oui. Et pourtant, je vais te demander si tu as un grade. Et j'ai effectivement un grade en tant que civile, je suis attachée d'administration de l'État. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est un grade qui, on va dire, en gros, je suis cadre dans la fonction publique. Ça m'amène sur des fonctions de responsabilité, d'encadrement, de pilotage. Donc, c'est un grade au sein des fonctionnaires. Très clair. Est-ce que je peux me permettre de demander ton âge? Oui, j'ai 33 ans. Et tu es civile de la Défense depuis quand? Quelle année? Je suis civile de la Défense depuis 2017. Ça a d'ailleurs été mon premier emploi après mes études. Trop bien. S'il y avait un seul meilleur souvenir à partager là avec notre audience, Il y en a dans beaucoup. toute ta carrière, qui n'est pas si vieille non plus. C'est ça. Si je devais en retenir qu'un, c'était, je dirais, l'an dernier, j'ai eu le privilège d'être médaillée de la Défense nationale, justement pour mes actions en tant que, j'allais dire, pour faire parler du ministère, faire connaître le ministère des Armées, notamment grâce à My Job Glasses. Donc, c'est aussi un peu grâce à toi et à la plateforme que j'ai aussi eu cette décoration. Donc, ça a été très touchant et très marquant pour moi en tant que jeune civile et femme d'être décorée et médaillée. Donc, c'est un très beau souvenir. Génial. Donc, peut-être pour expliquer, civil de la Défense, c'est toutes les personnes qui ne sont pas militaires au sein du ministère des Armées. Il y en a Et en effectivement. fait, Je disais, oui, au sein du ministère des Armées, souvent on me dit, mais il n'y a que des militaires. Non, non, il y a beaucoup de civils. On reprend 25% des effectifs. Donc, ça fait quand même du monde. On est 60 000, je crois.
Ouais, c'est super. Donc on n'est pas obligé d'être militaire, quand on première chose. Mais on peut aussi être décoré quand on est civil, en fait. Tout à fait. C'était ce On que peut être décoré quand on est civil. Je l'ai appris, effectivement, je ne le savais pas. Quand j'ai appris que j'allais être décorée, je me suis dit, mon Dieu, ah bon, on peut être décoré en tant que civil. Et si, quand on fait des actions, je veux dire, particulièrement honorables, c'est le terme, on peut être décoré en tant que civil. Donc, c'est une belle reconnaissance. C'est quelque chose de très marquant pour ma carrière. Donc, voilà. Super. Un moment plus challengeant dans cette belle carrière prometteuse? Alors, plus challengeant, je dirais, c'est quand j'ai pris mon deuxième poste d'acheteur-négociateur où j'ai dû faire ma première négociation où, en fait, j'étais tellement stressée que j'ai perdu ma voix. C'était assez ridicule. Et à l'issue de la réunion, je me suis dit, mon Dieu, plus jamais ça. Et c'est pour ça que je me suis, je dirais, formée pour justement mieux faire les fois d'après. Je me suis formée grâce à des formations institutionnelles données par mon employeur et aussi j'ai beaucoup travaillé. J'ai posé plein de questions à des collaborateurs et justement, ça m'a permis de dire, cette petite crise d'ego m'a permis de me challenger, du coup, aujourd'hui, d'être beaucoup plus à l'aise en négociation. C'est finalement la partie que je préfère le plus du métier. Ah oui, passer de quelque chose qui te stressait, à quelque chose dont tu es super fière aujourd'hui, c'est un beau challenge, bien relevé. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu travailles au ministère des Armées? Est-ce que tu avais des parents militaires? Est-ce que tu étais faite pour travailler au ministère des Armées? C'était quelque chose que tu voulais depuis toujours? Est-ce que tu connaissais même le ministère des Armées, quand tu étais, étudiante? Qu'est-ce qui t'a amené là? Alors, pour être honnête, je ne connaissais pas du tout le ministère des Armées. Pour moi, c'était que des militaires qui travaillaient au sein du ministère. Et en fait, je l'ai découvert à l'issue de mon concours où on m'a proposé plein de postes. Et au sein de tous ces postes proposés, il y avait un poste d'expert juridique dans les achats d'armement. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ce métier? C'est un métier d'agent secret? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est la curiosité qui m'a amenée au sein du ministère. Mais finalement, c'est la passion qui m'a fait rester. Donc, j'ai intégré le ministère en 2017 et j'y suis restée parce que voilà, c'est un environnement hyper passionnant, mais j'avais initialement aucune connaissance, je ne savais pas dans quel environnement j'arrivais et j'avais beaucoup de préjugés et finalement, voilà, tout est tombé. Donc, j'étais très heureuse d'être au sein de ce ministère où je m'épanouis complètement. Trop bien. Merci, Chloé, pour cette carte d'identité. Du coup, je te propose de revenir au moment où tu passes ton bac. Comme ça va parler Oui. à tout le monde et puis on va suivre ton parcours, pour en apprendre plus. Tu passes ton bac. C'est quel bac et c'est où d'abord sur le territoire? Alors, c'est un bac économique et social spécialité économique et c'était en Corse, à Ajaccio, parce que je suis originaire d'Ajaccio. Trop bien. Tu as ton bac, brillamment, je crois. Oui. Derrière, qu'est-ce que tu fais? Derrière, je fais des études de droit parce qu'à l'époque, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait comme ma grande sœur, j'ai fait mes études de droit. Et j'ai commencé ma première année à Corté, donc la faculté en Corse. Et après, je suis partie sur le continent, Aix-en-Provence, où là, j'ai poursuivi ma scolarité en me spécialisant après en droit public. Ok. On fait des stages dans cette scolarité, on a des expériences en entreprise. Alors, il est vivement recommandé qu'on peut faire soit des stages, soit faire des mémoires. Après, moi, j'ai plus opté pour la partie stage, qui est quand même assez professionnalisante. Et ça me mettait, on va dire, un petit pied à l'étrier sur le monde professionnel parce que j'étais assez jeune, un peu timide. Et en fait, faire des stages me permettait, on va dire, de me sortir un petit peu de ma zone de confort et de découvrir un vrai métier pour savoir ce que je voulais faire. C'était très important pour moi. Je comprends. Tu fais quoi comme stage? Alors, j'ai fait des stages en cabinet d'avocat, en cabinet privé, public, dans des collectivités, parce que j'avais besoin aussi de savoir si j'allais m'orienter vers, j'allais dire, dans des sociétés privées ou en fonction publique. Et en fait, ces stages m'ont permis, on va dire, de trancher, de choisir un peu ma voie. Et donc, tu choisis la fonction publique, si je suis bien? Exactement, exactement. En fait, on va dire, je choisis ce parcours-là et surtout tenter les concours pour intégrer le fonctionnariat que je réussis. Et effectivement, le choix de la fonction publique et ce côté intérêt général qui m'a passionnée, voilà, ça m'a émoustillée. Du coup, voilà, j'ai continué dans cette voie-là. Trop bien. Du coup, tu termines quoi? Un master 2 Ouais. en droit public? En droit public, droit des contrats publics et des affaires publiques. Ok. Du coup, derrière, tu passes les concours. Tout à fait. Le concours de l'IRA, Institut régional d'administration, qui justement forme les futurs cadres de l'État pour devenir attaché d'administration de l'État, le grade que je disais en début de présentation. Et là, tu vas où? Comment se passent les cours? Ça dure combien de temps? Est-ce qu'on fait des stages? Comment ça marche? Alors, Devenir fonctionnaire. quand on réussit le concours, on intègre en fait cet institut. C'est une formation qui va durer 1 an et surtout les gros avantages, c'est que c'est une formation professionnalisante et rémunérée. Donc ça, c'est plutôt sympa quand on termine ses études. On est payé pour apprendre et ça, c'est
une richesse et financière et intellectuelle. Ça se passe à Lyon. Il faut savoir qu'il y a 5 IRA en France. Il y en a notamment un à Lyon. Donc j'ai accédé à cet IRA-là. Et pendant un an, on est formé. On a plein de cours sur les finances publiques, la politique publique, les achats, les ressources humaines. Et on fait plein de stages professionnalisants dans les préfectures, dans des rectorats. Donc vraiment, on a accès à plein de stages possibles. Et ça, c'est pour moi, là, on va dire, le plus de cette formation, c'est l'aspect très professionnalisant. Donc, tu es payé pendant tes études, enfin pendant ta dernière année d'études à l'IRA. Et une fois que tu as fini l'IRA, c'est un classement et le premier choisi. Et puis, si tu es à la fin, tu prends ce qui reste. C'est exactement ça. Alors après, c'est toujours un petit peu le risque, ce qui nous challenge pendant l'année, surtout pour ne pas se reposer sur ses acquis, pour justement avoir le meilleur classement, pour avoir le plus de choix et avoir vraiment quelque chose qui nous correspond. J'ai eu la chance. J'ai travaillé pour, mais d'être bien classée pour choisir, on va dire, un ministère qui m'intriguait et un poste qui était aussi en cohérence avec mes études. Donc, ce poste au sein du ministère des Armées en sortie d'IRA. Et tu t'es vraiment dit, c'est agent secret, quoi. Ah oui, mais je me suis dit, mais on achète du matériel de guerre. Enfin, je me dis, moi, Chloé, j'avais à l'époque 26, 27 ans. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans? On va me donner ce genre d'informations. Et en fait, voilà, c'est un environnement hyper passionnant. Alors, je ne suis pas agent secret. Et si j'étais, je ne le dirais pas. Mais surtout, voilà, on découvre un univers qu'on n'imagine pas du tout. Et tous ces sujets qui sont hyper passionnants. Même aujourd'hui encore, des fois, je découvre des choses. Je me dis, waouh, enfin, tous les jours, je me réveille en me disant, qu'est-ce qu'il va encore avoir aujourd'hui? Je ne m'ennuie pas du tout, quoi. Quand on arrive en tant que civil au ministère des Armées, on sait se reconnaître, on sait comment on appelle un marin, un terrien, un aviateur. On a peur de faire des bêtises quand on s'adresse en fonction des grades. Est-ce que vous avez une formation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour vous aider? Alors, quand j'ai intégré le ministère, effectivement, j'étais très stressée par ça parce que je n'avais pas les codes. Et in fine, ça n'a pas été un problème. Si je savais que je devais appeler des personnes par leur grade, souvent on me prévenait avant, ce qui était super sympa. Et j'apprenais, on va dire, avant mes réunions. J'ai jamais eu de difficultés. En général, on s'appelle par nos noms, pas forcément par les grades. Étant civil, j'ai pas l'obligation d'appeler les personnes par leur grade. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ok. C'était quoi, du coup, ce premier job? C'était pas agent secret, donc ça consistait à quoi, en fait? En fait, c'était expert juridique dans les achats d'armement. En gros, j'étais là pour, on va dire, apporter la partie sécurité, réglementation sur les opérations d'achat d'armement. Donc, j'étais là un peu, j'étais garante de la réglementation pour vérifier qu'on appliquait bien la loi, la réglementation. Donc, voilà, j'étais un peu le garde-fou de ce qu'on pouvait mettre en place au sein du ministère sur les achats pour vérifier qu'on appliquait bien les règles. Et alors, c'était un job passionnant qui correspondait à tes attentes? C'était un job très intéressant. Après, pour être complètement honnête, je me suis rendu compte, notamment en discutant avec les acheteurs négociateurs avec qui je travaillais, pour qui j'étais juriste, en fait, leur métier m'intéressait plus que le mien, que celui que je faisais à l'époque. Et je me suis rendu compte que j'étais peut-être plus en phase avec le métier d'acheteur négociateur que celui d'expert juridique. Ouais, sauf que tu n'avais pas fait les bonnes études, donc donc du coup pour toi, fallait continuer à être juriste. Tu n'avais pas trop le choix. J'avais pas le choix. Après, c'était un challenge, je vais pas te cacher. Mais voilà, je me suis challengée. Je suis allée voir mes chefs de service en disant certes, j'ai fait des études en droit, certes, j'ai un poste d'expert juridique, mais ce métier-là d'acheteur me passionne, il m'intéresse. Alors, certes, j'ai pas les compétences techniques, mais je suis prête à les apprendre, à travailler plus que les autres pour justement être bonne sur ce poste-là. Et ils m'ont fait confiance. Et moi, par souci de rendre compte aussi, de leur dire, vous n'avez pas eu tort de me faire confiance. J'ai beaucoup travaillé, j'ai été formée et je me suis aussi beaucoup investie pour justement être performante sur ce métier d'acheteur où justement, je n'avais pas les codes, je n'avais pas la technique. J'ai dû apprendre la négociation, l'analyse financière et les formations m'ont beaucoup aidé. Alors, avant de rentrer dans ce poste, moi, j'aimerais qu'on s'arrête 2 minutes sur ce qui vient de se passer. Tu nous dis, la petite Chloé qui était pas sûre d'elle, qui arrive dans son premier poste au ministère des Armées, à un moment donné, elle a le courage d'aller voir son manager et de lui dire, écoute, il n'y a peut-être même pas de poste ouvert, je sais que je n'ai pas les bonnes études, mais il va falloir que tu me fasses confiance et que tu me permettes d'aller faire ce job là-bas qui me plaît. Et je vais tout donner, mais fais-moi confiance. Et ça marche. Ça marche. Alors, au début, j'y croyais pas, mais je me suis dit, écoute, Chloé, tente-le parce que au pire, on te dit non, mais au moins, tu t'en voudras, pas toute ta vie, mais tu t'en voudras de ne pas essayer. Je me suis dit, ce métier m'intéresse, j'ai envie de faire autre chose et je sens que je peux être bonne pour ça. En tout cas, je vais m'impliquer pour. Et je me suis dit, en me challengeant, en fait, on a accédé à ma demande et j'étais tellement heureuse et j'ai essayé
autant que possible du coup d'être bonne dans ce poste-là, mais parce que voilà, on m'a fait confiance. Mais voilà, c'était challengeant. Il fallait sortir de sa zone de confort. C'est pas inné chez moi, mais je l'ai fait et ça a bien marché, donc je suis très contente. Donc déjà, bravo. Et puis peut-être message à ces demoiselles, parce que j'ai dit beaucoup de prénoms féminins tout à l'heure au début. Je trouve que c'est un bel exemple, comme quoi il faut toujours oser, il faut toujours tenter. Comme me dit Chloé, au pire, on vous dit non. Mais on vous reprochera jamais d'avoir de l'ambition, d'essayer, voilà. Et puis la preuve, c'est que ça marche des fois, donc bravo. Ça a marché même 2 fois dans ma carrière. On en parlera peut-être un peu après, mais ça a marché et chaque fois je le remets en œuvre et ça fonctionne. Donc c'est vraiment quelque chose qui c'est dur à mettre en place. Hein, vraiment, c'est stressant, mais il faut le faire. Il faut le faire et on a souvent de très bonnes surprises. Bon, mesdemoiselles et messieurs, hein, parce que vous aussi, il faut que vous osiez, mais généralement, vous osez plus facilement. N'hésitez pas parce que ça paye. Du coup, il est où ce nouveau job et comment tes collègues te voient arriver, Madame la juriste qui n'y connaît pas grand-chose, qui va apprendre avec nous à devenir acheteuse. Comment ça marche? Alors, ce nouveau job, il est à Toulon parce qu'initialement, j'ai travaillé à Paris en tant qu'expert juridique et après, donc, le nouveau job était à Toulon, ce qui m'a arrangé parce que c'était aussi dans le sud. Voilà, j'avais besoin de revoir la mer. Au début, il y avait peut-être une petite défiance de mes collaborateurs qui justement se disent mais voilà, la juriste qui vient de Paris, elle n'a pas de formation d'achat, mais comment ça se passe, pourquoi elle est là? Et finalement, ben voilà, il y a aussi ce côté collectif où il faut aussi savoir s'intégrer, ça a bien fonctionné, il faut rester assez naturel. Et ça s'est très bien passé. C'est des collègues aussi où je suis restée très proche d'eux. Donc, c'est une bonne façon de s'impliquer en étant très naturel. Alors, c'est quoi les achats? Déjà, pour tous les jeunes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément, alors, il y a les achats et puis après, il y a les achats d'armement au ministère des Armées. Mais les achats, c'est quoi? Alors, les achats, je vais dire les achats publics, c'est ce dont l'État, et plus particulièrement l'armée, aura besoin pour, mettons, assurer ses missions. Après, l'achat public, on va dire, comme je disais tout à l'heure, voilà, très encadré par de la réglementation. Après, peut-être tu veux que je te parle plus du processus achat, comment ça se déroule? Alors déjà, peut-être parler en effet des marchés publics, de la manière dont on les a, et puis après le processus en effet. Alors voilà, comme tu dis, ce sont des marchés publics, donc typiquement, voilà, il y a un expert technique ou une unité militaire qui vient nous voir en nous disant, voilà, on a besoin de telle ou telle prestation, tel système de guerre, tel radar, tel drone, comment ça marche? Et là, du coup, les acheteurs, service achat, on est là pour conseiller, pour accompagner, pour dire, voilà comment va se passer une procédure achat, ça va prendre tant de temps, et voilà l'acheteur qui va t'accompagner sur cette procédure pour justement mener la procédure achat jusqu'à son terme et pour avoir le matériel à la fin. Donc très clairement, moi je travaille au ministère des Armées, je suis dans la Marine nationale, je dis n'importe quoi, je veux acheter un drone. Je ne peux pas aller acheter un drone chez mon copain comme ça et dire allez, hop, je prends 1000 drones. Non. Je dois venir travailler avec un acheteur qui va s'assurer justement d'un respect de certaines réglementations. Tout à fait. Et derrière aussi, c'est de l'argent public, donc on ne le dépense pas n'importe comment. Exactement. Et donc, du coup, vous mettez en place un cahier des charges. Tout à fait. Derrière, il y a un appel d'offres. J'essaye d'aller un peu à l'essentiel. Et vous allez trouver le partenaire qui est celui qui répond le mieux à ce cahier des charges que vous avez mis en place, avec plusieurs éléments qui sont importants, j'imagine. C'est ça, le prix, ouais, le temps, évidemment, et le délai, exactement, le délai où c'est là où on va challenger des fois les sociétés en disant on a besoin de tel matériel, mais dans un délai assez contraint. Donc, à toi de nous fournir ce matériel dans ce délai-là. Et donc, voilà, ça fait sens, je dirais, avec le contexte actuel dans lequel on vit. On privilégie aussi peut-être des partenaires qui sont français ou européens ou ce genre de choses aussi, j'imagine. Tout à fait. Vu qu'on est sur quelque chose de quand même assez stratégique, c'est essentiellement français. Je pense que 95% de nos achats sont faits avec des sociétés françaises. À la marge, on peut avoir des contrats avec des sociétés européennes et hors européennes, mais c'est très à la marge. Ok. Toi, pour monter en compétence, tu vas travailler avec d'autres acheteurs, tu vas voir comment on fait et tu vas voir cette première négo que tu fais toute seule à un moment donné où tu perds ta voix, tu nous en as parlé tout à l'heure. Tu dis, je veux plus jamais que ça arrive. Comment on fait pour que ça arrive plus jamais? Comment on travaille là-dessus? Déjà, avoir un peu de recul en disant c'est pas un échec, c'est un apprentissage. On surmonte entre guillemets cet échec-là. Il faut apprendre de toutes ces épreuves. Et donc, comment je surmonte ça? Donc, après ce petit deuil, entre guillemets, il y a, comme je te disais, les formations que le ministère nous met à disposition. Ça, c'est super parce que voilà,
on nous paye des formations, on nous donne du temps pour être formés, donc ça c'est génial. Et en plus, comme je suis d'un naturel très curieuse, je pose beaucoup de questions à mes collègues. Je leur demande si je peux aller avec eux aux autres réunions de négociation quand il y en a, pour justement voir comment eux réagissent. Pour avoir peut-être un peu plus de répartie, un peu canaliser mes émotions majestuelles, parce que je parle beaucoup avec les mains, mais un peu rester assez charismatique et droite en négociant. Donc tout ça, ça s'apprend. Voilà, c'est du travail, c'est aussi beaucoup d'implication quand même. Ok. Est-ce que il y a j'imagine, différents types de négociations. On n'achète pas toujours des drones, on n'achète pas toujours des choses qui sont très grosses et qui coûtent extrêmement cher. Est-ce qu'il y a des négociations qui sont plus complexes sur lesquelles vous êtes plusieurs acheteurs? Il y a des binômes? Tu travailles beaucoup tout seul? C'est un métier solitaire? C'est un métier sur lequel on va sur le terrain? Comment ça marche? L'acheteur, je dirais, il n'est jamais seul. Quand il fait une procédure, il est tout le temps accompagné d'un expert technique. Typiquement, je te parlais des achats de radars, de drones. Moi, j'ai aucune connaissance dans les drones ou les radars, même si c'est des sujets passionnants. Je suis tout le temps accompagnée de mon binôme, qui est l'expert technique. Et en réunion, en négociation, on est toujours côte à côte. Et vraiment, on est ce binôme ensemble. Et il faut que ce binôme fonctionne pour que la procédure achat fonctionne bien. Si ça se passe mal, la procédure va être un petit peu compliquée, mais voilà, on fait en sorte que tout se passe bien. Et voilà, l'acheteur, il n'est jamais seul en négociation, il est toujours épaulé d'un expert technique. Et surtout en back-office, ce qu'on ne voit pas, c'est que l'acheteur, il a l'expert juridique, il a les adjoints au chef. Donc moi, il a quand même tout un staff derrière qu'on ne voit pas, qui est là aussi pour l'aider. Alors, tu viens de dévoiler que, en fait, non seulement tu es arrivé dans un métier qui n'était pas le tien, tu as travaillé beaucoup, tu as appris à ne pas perdre ta voix, à être plus à l'aise dans les négos, etc., etc. Et puis, en fait, tu t'es pas contenté de ça. Aujourd'hui, tu es sur un poste d'encadrement. Tout à fait. Comment ça s'est passé? Alors là, pareil, à un moment donné, en discutant avec mes chefs, je voyais que les missions qu'ils avaient étaient hyper intéressantes. Ils avaient, j'allais dire, une hauteur de vue qui était différente de celle des acheteurs, vraiment sur des missions de pilotage, d'encadrement. Et là aussi, je me dis, ça aussi, ça m'intéresse, je veux le faire. Et j'ai été formée pour ça aussi à l'IRA. Et donc, je suis allée voir ma chef en disant, écoutez, voilà, je vais être votre bras droit, je vais être votre adjointe. Je me sens prête pour ça. J'ai fait des formations j'ai une appétence, je suis très à l'aise sur telle ou telle thématique. Et là aussi, j'ai eu de la chance. Non, mais elle m'a dit, écoute, Chloé, pourquoi pas on va essayer de monter le dossier pour que tu puisses avoir ce poste-là, pour créer un poste d'adjointe, de deuxième adjoint, et ça a fonctionné aussi. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est quoi ton poste? C'est quoi la différence entre un acheteur, j'imagine les personnes qui sont dans ton équipe, et un adjoint, un deuxième adjoint? Donc, il y en a deux. En fait, les missions, j'allais dire de l'adjoint, il y a des missions principales, mais en gros, il est chargé du pilotage qu'on appelle des ressources humaines. En gros, on va affecter les acheteurs sur certains contrats. On a en début d'année un grand nombre de contrats passés et nous, on va répartir les acheteurs en fonction de leurs compétences, leur appétence sur tel ou tel contrat. Donc ça, c'est une des premières missions. On a aussi, pareil, du pilotage, du conseil, beaucoup de conseils auprès de nos experts techniques quand justement ils nous demandent voilà, je veux acheter tel matériel, combien de temps ça prendra, qu'est-ce que je peux faire, vers qui je peux aller. Là, on fait aussi un gros rôle de conseil qui est aussi, je trouve ça extrêmement passionnant d'être en direct avec les autorités. Trop bien. Et alors, on est sur le terrain ou on est derrière un bureau toute la journée? Comment ça marche? Je dirais, sans te mentir, qu'effectivement, 90% du temps, on est dans son bureau ou en réunion pendant les négociations. Après, moi, j'incite beaucoup les acheteurs à se déplacer, à aller voir les moyens, aller voir les systèmes que l'on va soit remplacer ou les nouveaux systèmes pour justement aller à la rencontre des experts techniques sur nos sites militaires. On en a un peu partout en France. J'ai pu me déplacer à Biscarrosse, à Brest. Et j'incite les acheteurs à se déplacer, ce qui leur fait, entre guillemets, une sortie pour mieux découvrir et comprendre le besoin qu'ils vont, le matériel qu'ils vont acheter. Ça, pour moi, c'est très important. Mais voilà, beaucoup d'ordinateurs quand même, je ne vais pas te mentir. Mais en tant qu'adjointe, tu as quand même encore des négociations que tu fais, sur des négociations plus complexes, tu accompagnes les équipes. Comment ça marche? Alors, j'ai pas très bien compris. Si j'accompagne les équipes? Ouais, tu disais que tu faisais aussi de la négociation encore maintenant. Tu en fais encore? Est-ce que c'est tes comptes à toi qui sont des comptes, peut-être, les achats à toi qui sont un peu particuliers, ou est-ce que c'est pour accompagner tes équipes et t'assurer que ça se passe bien? Comment ça marche? En fait, j'ai gardé encore, on va dire, une petite casquette d'acheteur parce que, comme je disais, c'est quand même quelque chose d'extrêmement passionnant. Donc, je continue à passer, j'allais dire, à notifier quelques contrats. Ça me permet surtout de garder ce lien avec mes acheteurs parce que quand je leur dis, voilà, il faudrait faire telle ou telle action, on va dire que comme je fais de l'achat encore, je fais des contrats, je négocie, je suis encore à même de leur expliquer,
voilà, d'être encore en lien avec eux et pas juste être, j'allais dire, la chef qui donne des directives sans comprendre ce qu'elle fait. C'est vraiment, voilà, je garde la main, j'allais dire, dans les rouages, quoi. Et ça, c'était quand cette prise de poste d'adjoint? C'était en 2022. Ok. Alors, tu me vois arriver. Oui, Je ne sais pas si c'est quand on est civil, c'est exactement comme les militaires qui sont amenés à bouger tous les 3 ans, mais là, ça va faire 3 ans. tout à Est-ce fait. qu'il y a une suite pour toi? Et c'est quoi la prochaine étape du parcours de Chloé? Alors, il faut savoir, quand on est civil, on est vraiment acteur de sa mobilité. C'est pas une mobilité imposée, c'est nous, et c'est aussi un grand avantage d'être civil au sein du ministère, c'est qu'on choisit d'être mobile ou pas. Et en l'occurrence, comme j'ai récemment réussi un examen professionnel, je vais être amenée à travailler sur des postes, on va dire, avec plus de responsabilités et effectivement, peut-être trouver un nouveau poste ailleurs, toujours au sein du ministère, parce que ça reste quelque chose qui me passionne toujours autant. Mais je ne sais pas encore où est-ce que je vais aller, mais certainement en 2026, changer de poste. Mais dans les achats ou pas forcément? Alors, pour être honnête, pourquoi pas les achats? Après, voilà, mon côté curieux fait que je vais avoir envie de découvrir peut-être une nouvelle thématique professionnelle, les finances, les RH, le soutien. Donc, je ne me suis pas fermée à d'autres sujets que les achats. Donc, je vais voir encore. Je suis encore en train de chercher là. Mais c'est ça qui est intéressant au sein des civils de la défense aussi, c'est qu'en fait, on n'est pas forcément on est sur une évolution, mais l'évolution, elle n'est pas forcément tout droite. On peut aussi aller sur le côté et découvrir des nouveaux sujets, rajouter une brique d'expertise Exactement. à son arc, puisque en fait, là, tu as déjà le côté juridique, le côté achat. Si demain, tu rajoutes les RH ou de la finance, ça te permet aussi d'avoir une vision extrêmement large et complète de ce qui peut se passer. C'est ça, ce que je dis souvent, c'est, on va dire, une nouvelle carte à mon jeu de cartes, quoi, à mon desk, parce que voilà, j'ai vu l'aspect juridique, j'ai vu l'aspect achat, un peu de management, ce que je fais un peu tous les jours, mais j'ai envie encore de découvrir autre chose. Je me dis, voilà, je suis jeune, j'ai plein d'autres compétences à creuser, j'ai envie de muscler encore plus certaines compétences qui sont quand même assez transversales, hein, où il y a de l'achat, il y a de la finance, il y a encore un peu de juridique, donc voilà, tout reste complémentaire et c'est pour ça que je veux absolument peut-être découvrir une autre famille professionnelle qui serait potentiellement dehors des achats. Chloé, est-ce que ton parcours, il est unique? Ou est-ce qu'en fait, il y a plein de personnes qui, comme toi, sont des femmes jeunes, qui osent, réussissent, se développent au sein du ministère? Est-ce que pour les jeunes filles et les garçons qui nous écoutent, tu peux témoigner que tu n'es pas une exception et que d'autres pourraient suivre une carrière comme la tienne avec des opportunités d'évolution, d'apprentissage? En fait, ce que je vois dans ton parcours, c'est que quand on s'en donne les moyens, au ministère des Armées, en tant que civil de la Défense, on te donne des opportunités. Exactement, et c'est vraiment pour moi le plus gros message que je souhaite, enfin, qui devrait être retenu, c'est vraiment que lorsqu'on se, comme tu dis, on se donne les moyens, on a de belles opportunités. Et mon cas, il n'est pas unique, et depuis que je suis au ministère, j'ai suivi des amis, des collègues qui effectivement ont évolué comme moi, qui sont soit sortis des IRA ou d'autres formations, et on se voit ensemble progresser. Je me dis, voilà, je ne suis pas seule, mon cas, c'est pas, je veux dire, un cas unique. Dès lors qu'on travaille, on a de belles opportunités et voilà, le ministère nous donne cette chance-là, donc il faut y aller à fond. Ok. Je vois qu'on a beaucoup de questions. Du coup, je vais vous inviter à aller voter pour les questions qui vous intéressent le plus pour m'aider. J'ai l'impression que la première question, c'est celle d'Hugo, qui te remercie, Chloé, pour ton témoignage hyper inspirant. Et il demande concrètement, à quoi ressemble ton quotidien? C'est de la négo, du suivi de projet, de la stratégie. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de la négo en général. Et tu nous as dit que tu faisais des rendez-vous, que tu avais un binôme avec toi. Mais j'imagine que c'est pas, on passe pas son temps à négocier. Donc, il doit y avoir du suivi de projet aussi, un peu de stratégie. Comment ça marche et comment ça se répartit dans une journée d'acheteur? Alors, je dirais qu'il y a très peu de routine. Alors, pour certains, malheureusement, et pour moi, heureusement. Donc, les journées sont toutes très différentes. Une journée, j'allais dire, pas une journée type, mais vous allez avoir un peu de négociation, beaucoup d'échanges avec vos experts techniques, comme tu disais, du pilotage de différentes procédures achats que peut avoir un acheteur. Donc, les procédures ne sont pas toutes au même niveau. Donc, il va devoir piloter des échéances. Et ça, ce qui fait que c'est important d'être quand même assez rigoureux pour ce métier et organisé, où justement, il faut être capable de mener plusieurs procédures à la fois, qui est quand même assez intéressant. On n'est pas que sur mono-sujet, sur un contrat, on en a plusieurs à la fois. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc, on rencontre plein de personnes différentes et pas juste un expert technique. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans une journée? Les négociations, les échanges avec ses chefs, avec ses autres collègues acheteurs pour justement échanger les bonnes pratiques. Donc,
on va dire, c'est ça qui enrichit, j'allais dire, la journée d'un acheteur. Après, moi, sur ma casquette de manager, j'ai encore pléthore de sujets et de missions, mais voilà, c'est un peu long à expliquer, mais je peux l'expliquer si jamais il faut rentrer dans le détail. Très clair. On a une question d'Elisa qui demande, est-ce que c'est forcément nécessaire de passer un concours comme l'IRA? Et sinon, quelles sont les autres voies possibles? Alors moi, j'ai une question pour aller peut-être plus loin. Tu nous as dit que tu étais fonctionnaire. Quand on est fonctionnaire, il faut passer des concours, mais il n'y a pas que l'IRA comme école. On pourra peut-être parler des autres écoles si tu les connais. Mais est-ce qu'on est obligé d'être fonctionnaire pour faire ton poste ou est-ce qu'un contractuel pourrait faire la même chose que toi? Tout à fait. Pour faire mon métier, d'ailleurs, dans mon équipe, j'ai, j'allais dire, tous les statuts et tous les parcours. J'ai des militaires, j'ai des civils soit qui sont fonctionnaires, qui ont passé des concours comme moi, ou alors des contractuels, c'est-à-dire tout simplement, je vais le vulgariser un peu, mais quelqu'un qui a posé son CV, sa lettre de motivation. Pas besoin de passer les concours pour ça, parce que la personne a postulé pour un métier donné, et ça, on en a aussi beaucoup au sein du ministère des Armées, on en aura de plus en plus. Donc voilà, les concours ne sont pas la seule voie d'accès au sein du ministère. Et tu connais d'autres concours si on veut être, fonctionnaire? Est-ce qu'il y a d'autres voies d'accès possibles que l'IRA ou c'est l'IRA Non, il y en a d'autres. Alors après, je suis pas experte, mais il y a les concours d'ingénieur civil de la défense. L'acronyme, c'est ICD. Il y a des concours pour intégrer le ministère de secrétaire administratif, de technicien supérieur des études. Donc, voilà, il y a quand même plein de voies pour accéder via les concours ou sans les concours. Mais alors, je les connais pas toutes, mais il y en a plein et ça, c'est accessible sur les sites du ministère. Trop bien. Question d'Hugo qui nous dit qu'il est encore au tout début de ses études et qu'il essaie de vaincre sa timidité petit à petit, mais que c'est un exercice qui prend du temps. Quel conseil tu pourrais lui donner donc à une personne timide pour se former à la négociation? Comment on fait quand on est timide pour négocier? Oh, c'est terrible hein, ce que je veux dire, mais il faut oser. Il faut oser. Alors après aussi, mes petits trucs et astuces, c'est bête, mais je révisais, enfin, je répétais devant la glace et je me filmais pour voir un peu ma gestuelle, pour contenir un peu, voilà, comme je dis, je fais beaucoup de gestes avec les mains. Ça peut des fois un peu brouiller le message, donc voilà, un peu se tenir d'une certaine façon. Voilà, répéter, quitte des fois à se filmer, bah, ça permet de se rendre compte de notre image et c'est des petites astuces comme ça que j'appliquais qui m'ont permis d'être un peu plus à l'aise, de prendre la parole. S'entendre parler, c'est très important aussi, parce que voilà, d'être complètement mutique, ça peut, au moment où vous allez devoir prendre la parole, vous allez être un peu déstabilisé. S'entraîner à prendre la parole dès que possible pour voilà, s'habituer à sa voix, à oser et voilà, être communicant. On a une question d'Armel qui a 21 ans et qui est étudiante en école de commerce en première année de master. Elle demande est-ce qu'on prend des stagiaires au ministère? Oui, on en prend. On a une plateforme, et là aussi, désolé si je ne connais pas le nom de la plateforme au sein du ministère, où justement, il y a des offres de stage et d'apprentissage, mais effectivement, on en prend. C'est un gros sujet, les apprentis, donc oui, on prend des stagiaires. Question de Marine. Quelles sont les différences entre un acheteur sous statut militaire et un acheteur sous statut civil au sein de la DGA, par exemple? Il y en a? Alors, sur le métier, il n'y en a pas. Sur le métier, ils ont les mêmes types de contrats. Enfin, je ne vais pas discriminer en fonction du statut. La seule différence, je te dirais que c'est vraiment le statut de militaire ou de civil, où on en a un peu parlé tout à l'heure, où au bout de 3 ans, il faut chercher un nouveau poste. Donc, pour moi, en tout cas, côté métier, il n'y a pas de différence. Donc, ce qui va changer finalement, c'est que le statut, d'un côté, on est militaire et donc, du coup, bah, on s'engage dans une carrière militaire, on porte un uniforme, il y a tout ce qui va avec. Ou de l'autre côté, on est civil. En termes d'avancement, ça sera la même chose. Ou est-ce que à un moment donné, c'est plus facile quand on est militaire que quand on est civil, ou est-ce que ça change pas grand-chose? Pour moi, jusqu'à présent, j'ai pas vu de blocage, que l'on soit civil ou militaire. Je dirais qu'on a accès aux mêmes postes et aux mêmes opportunités. Alors, pas tous les postes, effectivement, il y a des postes qui sont plus pour des militaires, effectivement, mais dans la partie achat, en tout cas, que l'on soit civil ou militaire, on a accès aux mêmes opportunités. Alors, question de Marc. Bonsoir Chloé, il est titulaire d'un M2 en droit public, sécurité et défense. AE également, IRA de Bastia. Oh, ouais. Détaché dans la fonction publique territoriale en qualité de chargé de marché public. Il me demande quelles sont les attentes et le niveau demandé pour rejoindre le MINARM en qualité d'acheteur négociateur. Alors, je te dirais d'être intéressé par le côté, par les achats et par le ministère. Après, les attentes, souvent ce que je dis, voilà, c'est ce côté très rigoureux et être quand même assez organisé pour ne pas se sentir dépassé par le métier des achats, par toutes les procédures qu'on va confier à un acheteur. Effectivement, des qualités rédactionnelles, mais pour moi, un attaché d'administration,
sans problème sa place au sein du ministère des Armées dans les achats. Donc, Marc, on vous invite à aller sur le site et à postuler. Envoyez votre CV. Allez-y. Clara, qui me dit qu'elle a une question en t'écoutant. Est-ce que vos études de droit vous servent encore aujourd'hui dans votre métier d'acheteuse? Oui, oui, et je pense que c'est ma petite particularité où ça me sert notamment pendant, par exemple, les négociations, quand on va débattre d'une clause administrative dans le contrat. Moi, plutôt que de devoir faire l'appel à mon expert juridique, je vais me dire, ah mais attends, ça, je sais, j'ai ce réflexe-là, je sais comprendre les conséquences de telle rédaction d'une clause dans un sens ou dans un autre. Donc, ça me fait mon petit plus à moi qui me permet, on va dire, un peu de me démarquer un petit peu, j'ai dire, des autres. Donc oui, ça me sert un peu au quotidien, toujours. Donc j'ai quand même encore un lien avec le droit et c'est un bel atout quand on est acheteur. Audrey, bonjour madame. Quand on achète du matériel de défense, on travaille avec des entreprises françaises uniquement ou aussi à l'international? Ponctuellement, comme je disais, à la marge, on peut avoir des sociétés étrangères. Moi, j'ai pu travailler avec des Norvégiens, des Italiens, des Américains, mais c'est vraiment très à la marge. Hein. Donc, souvent, on me demande est-ce que je dois parler anglais. Non, on a la chance d'avoir une loi qui s'appelle la loi Toubon. Donc, les contrats doivent être écrits en français, on doit parler en français. Donc voilà, on travaille de façon très marginale avec des étrangers. Donc, de manière très claire, les Norvégiens avec qui tu négocies, à la fin, ils signent un contrat en français. En français, normalement. C'est à eux d'apprendre à parler français, en fait. C'est pas à toi de parler norvégien ou anglais, c'est à eux de parler français. C'est ça, ou alors de faire venir un traducteur. Voilà, souvent, c'est ça l'alternative, c'est qu'ils ont un traducteur qui vient et pendant les négociations, moi, ça m'arrange bien, je ne parle pas très bien anglais, qui traduit pour nous ce qu'on a à se dire. Trop bien. Emric qui demande quelles sont les évolutions possibles dans les carrières dans l'armée en tant que civil. Alors, ce n'est pas dans l'armée, c'est au ministère des Armées, mais en fait, les évolutions, elles sont pléthore. Elles sont, je te dirais, là, j'ai l'impression, juste au sein des achats, j'ai une pléthore d'opportunités. Et imagine au sein des finances publiques, des RH, en dehors même de la DGA, parce que le ministère des Armées, c'est pas que la DGA, il y a plein d'autres structures. Il y en a vraiment énormément. Je veux dire, souvent, on le dit, il y a tous les métiers du monde existent au sein du ministère et c'est peut-être pas infini, mais en tout cas, il y a le choix et c'est ça qui fait plaisir, c'est qu'on n'est pas borné à un périmètre. On peut vraiment faire plein d'autres sujets, mais dès lors qu'on s'implique et qu'on travaille pour obtenir les opportunités. En fait, de manière plus large, si je peux prendre un peu de… Quand tu es fonctionnaire, je trouve qu'aujourd'hui, tu travailles au sein du ministère des Armées, plutôt en lien avec les achats, mais possiblement demain, tu pourras avoir un poste au sein du ministère des Armées sans lien avec les achats. Mais tu pourrais aussi avoir un poste dans un autre ministère que le ministère des Armées. Mais en fait, finalement, une fois que tu rentres et que tu as ce statut civil de fonctionnaire qui te permet de rester tout du long de ta carrière au sein de l'État, ton terrain de jeu, il est immense. Et c'est ça, c'est qu'on ne voit pas les limites. Hein, vraiment, grâce aux IRA, donc je suis devenue attachée ce qu'on appelle interministériel, donc je peux travailler au sein de tous les ministères, de l'intérieur, l'écologie, l'éducation, la culture. Donc, imagine l'ampleur des postes et des possibilités. Donc, dis-toi juste au sein du ministère des Armées, j'ai l'impression d'avoir déjà un terrain de jeu entre guillemets important. Alors, imagine si je commence à regarder les autres ministères, mais c'est possible aussi. C'est pas dit que dans 10 ans, pourquoi pas, une autre thématique, un autre ministère m'intéresse et je vais voir un autre ministère. En tout cas, mon statut me le permet. Et si on recentre sur les armées, aujourd'hui, c'est quoi ton rattachement? Il est à une armée, à la DGA, à l'EMA À la DGA, à la direction. DGA. L'armée, c'est ce qu'on appelle trois subordonnés, la DGA, état-major des armées et le secrétariat général de l'administration. Donc toi, aujourd'hui, tu es dans la DGA, mais potentiellement, demain, tu pourrais être aussi rattaché aux armées, à l'état-major des armées, et travailler sur tel ou tel autre sujet. Donc déjà, au sein du ministère des Armées, il y a en effet pléthore de possibilités, comme tu disais. Ce qui est, moi, ce que je trouve génial, hein, donc c'est un des grands avantages du ministère, et d'autres ministères, mais c'est quelque chose d'hyper passionnant, ou même au niveau géographique, on peut aller partout. Enfin, je veux dire, on peut aller Toulon, Paris, Brest, Rennes. Enfin, voilà, il y a un poste, il y a un site militaire et un emploi militaire presque partout en France. Donc, je trouve ça génial. Question d'Audrey qui se demande si travailler dans l'armement quand on est une femme et qui plus est jeune, c'est particulièrement compliqué. Alors,
Moi, c'était mes a priori. J'avais quand même, comme je disais, très curieuse d'intégrer le ministère, mais finalement, la veille de mon premier jour, très angoissée. Et en fait, ben non, j'avais beaucoup d'a priori. Et en fait, on intègre un ministère d'hommes et femmes, alors pas forcément que militaire. Et non, on peut évoluer aussi en tant que femme, en tant que jeune femme. Alors, parfois, il peut y avoir des situations où voilà, il faut montrer qu'on est présent, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds, mais c'est quand même très à la marge. J'ai jamais eu des situations où j'étais vraiment pas bien. Bien au contraire, j'ai découvert en me disant, un ministère en me disant, mais en fait, non, ça se passe très bien pour les civils, pour les femmes et pour les jeunes femmes. Donc ça, c'est très bien. Il y a beaucoup de femmes autour de toi? Dans mon service, dans les achats, il y a beaucoup plus de femmes. Effectivement, au sein du ministère, au sein des civils, je crois qu'on est à peu près 30 ou 40%. J'ai un petit doute sur les chiffres, je pourrais les repréciser par la suite. Mais en tout cas, moi, dans les services achats, c'est beaucoup plus féminin que masculin. Et dans ton service, pardon, le pourcentage civil versus militaire, c'est quoi à peu près? Ah zut, j'aurais dû réviser. Non, mais à peu près autour de toi. Alors, dans mon service là, actuellement à Toulon, on est une trentaine, je pense qu'on a 4 militaires et le reste, ce sont des civils. Ah oui, donc c'est très civil en fait. Ouais, Et les ouais. militaires, c'est tous des marins ou parce que tu es à Toulon ou pas forcément? Non, c'est pas des marins, non, non, pas du tout. C'est des ingénieurs De techniques de l'armement? l'armée. C'est ça, et des Ok, commissaires. parfait. Donc, mesdames, mesdemoiselles, vous avez vu, c'est pas compliqué. Missia qui pose une question, est-ce que le ministère des Armées propose des formations en dehors des concours? Propose des formations en dehors des concours. Bah, est-ce que toi, tu peux bénéficier de formations, j'imagine, une fois que tu as passé ton concours, pour te développer Un comme peu. les militaires, parce qu'on fait beaucoup de webinaires aussi avec les militaires qui nous disent qu'ils sont formés tout au long de leur carrière. Est-ce que les civils au sein du ministère des Armées sont formés aussi tout au long de leur Oui, carrière? il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a soit on a droit à des formations en lien avec notre métier, mais aussi, ce qui est rigolo, des formations aussi purement personnelles. Il y avait des formations sur savoir travailler en équipe, communiquer avec assertivité, sur le développement personnel. Et ça, j'ai trouvé ça génial de me dire, ben, dans un catalogue de formations, j'ai le droit d'avoir ces formations-là qui sont pour moi et pas que pour mon Ouais. métier, mais pour moi en tant que Chloé. Je me dis, mais c'est génial, justement, on en parlait tout à l'heure pour travailler sur le stress. Mais il y a des formations sur apprendre à communiquer, gérer son stress, sur aussi de la rédaction administrative. Donc, il y a vraiment des formations sur plein de sujets. Typiquement, pareil, si je veux partir sur un métier sur des finances ou des RH, je peux demander des formations pour ça. Et ça, c'est génial. Question de Laurence qui veut revenir sur la négociation et elle a raison, mais comment ça se passe une négociation? Par exemple, est-ce que tu sais à l'avance quelle est la limite que tu ne peux pas dépasser, par exemple en termes de coût, en termes de durée, etc. Comment ça marche? Il y a un brief avant où vous dites, ça c'est la ligne rouge, on n'acceptera pas de descendre. Ça marche comment? Et qui décide? Alors, effectivement, en tout début, avant qu'on commence une procédure, l'acheteur demande toujours c'est quoi mon budget? Combien j'ai pour acheter ce matériel-là? Donc, l'acheteur, en tout début de négociation, il a en tête le montant le plus, j'allais dire vulgairement, le plus gros qu'il peut aligner pour acheter le matériel. Et on a toujours ce montant-là en tête et j'allais dire les délais associés. Par exemple, ça peut arriver qu'on nous demande d'acheter du matériel parce qu'il y a un gros enjeu quelques mois après. Et on sait qu'en tête, on a cette limite de prix et on a ce challenge du délai. Et en fait, les négociations, elles vont se dérouler en gardant en tête toujours ce côté prix, ce côté délai. On sait des fois qu'est-ce qui est plus prioritaire. Des fois, on a un peu plus d'argent parce qu'on sait qu'on va devoir les restreindre sur l'aspect délai. Donc, on commence comme ça et chaque procédure a ses priorités qui sont assez différentes. Très clair. Est-ce qu'il y a des ordres de... J'imagine qu'on ne parle pas toujours en millions ou milliards d'euros. Il y a aussi des achats qui sont plus petits. Est-ce qu'on commence par des petits achats et au fur et à mesure qu'on a de l'expérience, on a des gros achats plus tard? Ou est-ce qu'on peut arriver sur un achat assez conséquent, même quand on est au début? Et est-ce que des fois, vous êtes deux acheteurs? Est-ce que tu apprends avec quelqu'un? Enfin, comment ça marche? Alors, tout dépend l'appétence, j'allais dire, de la personne qui est arrivée en poste. Si on le sent à l'aise, s'il a déjà fait des achats avant, on peut le challenger en le mettant sur des gros dossiers. On va quand même toujours l'accompagner. L'acheteur, quand il arrive, un nouvel acheteur, quand il arrive dans un service, c'est toujours tutoré. Il a en permanence un tuteur. S'il veut, il peut être accompagné pendant les négociations par ce tuteur, mais la plupart du temps, l'acheteur, même quand il est nouveau, il y va tout seul. Donc voilà, ça le forme aussi, mais on n'a jamais eu de difficulté. L'acheteur arrive à aller tout seul en négociation, même pour sa première négo. Et on adapte le type de contrat en fonction de la sensibilité de l'acheteur. S'il se sent
un peu stressé ou en difficulté, on va lui donner une petite affaire pour qu'il se fasse un peu la main. Mais s'il est prêt à relever des gros challenges, bon, tu sais quoi, on te confie un gros contrat. Mais voilà, il reste quand même jamais seul, hein. Il y a toujours quand même quelqu'un en back-office. Souvent, quand les jeunes acheteurs, enfin jeunes, les nouveaux arrivants sortent de négociations, je suis toujours là à demander, ça va, comment ça s'est passé, tu as besoin d'aide? Et souvent, ils sont à l'aise. Ils me disent, non, non, c'est bon, j'ai géré. Donc, tant mieux. Tant mieux, c'est qu'ils sont bien formés. Question de... Ça bouge. Ça bouge trop. Steven demande. D'abord, il te félicite pour ton DevNat. Merci. Et il te remercie pour ton témoignage de ce soir. Il est titulaire d'un M2 en droit public et il rejoint le S2A en janvier. Oh, bravo. C'est quoi le S2A? C'est le service achat de l'armement, le service que j'ai intégré en 2017 et que dans lequel je suis encore aujourd'hui. Félicitations. Donc, félicitations, Steven. Quelles sont les compétences à acquérir pour faire la transition entre juriste et acheteur public? Je dirais, pour être vraiment à l'aise, c'est cette partie négociation et analyse financière. Alors, il faut être à l'aise avec les chiffres et Excel notamment, mais pour faire la transition, hormis la curiosité, être hyper impliqué, la négociation et analyse financière, c'est quand même des choses qui sont assez importantes dans le métier d'acheteur. Trop bien. J'ai une question qui est remontée. C'est pour ça qu'elle est venue, elle est partie. Une question de Martina qui demande si tu pourrais nous parler de ton niveau de satisfaction par rapport au salaire. Est-ce qu'il est difficile d'obtenir une augmentation quand on travaille pour la fonction publique? Alors, pour avoir une augmentation en tant que fonctionnaire, il n'y a pas d'augmentation si ce n'est l'avancement à l'ancienneté ou prendre de nouveaux postes ou prendre des postes à plus haute responsabilité. Après, j'allais dire, au-delà de l'aspect financier, il y a beaucoup d'autres avantages. Alors, effectivement, l'argent, on dira que c'est le nerf de la guerre, mais je trouve d'autres sources d'accomplissement et de satisfaction que l'argent. Il y a quand même l'aspect, j'allais dire, congé qui est quand même assez important, de l'enrichissement, je dirais plus. Alors, c'est quoi les congés? On va les prendre les uns après les autres parce que vous n'avez pas 25 jours de congé comme tout le monde? Si, on a 25 jours de congé, on a des RTT, on a quand même des congés qui sont quand même assez sympas à prendre. Ça permet, on va dire, de mieux équilibrer sa vie pro et sa vie perso. Okay. Et c'est une richesse où, alors il y en a forcément dans le privé, mais le côté, voilà, les congés, c'est quand même quelque chose d'assez, d'assez agréable, mine de rien. Mais voilà, voilà. Ok. Je ne voulais pas te couper, c'était juste pour comprendre ce qui se passait dans l'énumération que tu faisais et comprendre la différence entre justement le public, enfin le civil de la défense et ce qu'on peut connaître de plus classique quand on est juste sur ce qui est légal en fait. Non, tu avais fini ta liste d'énumération. D'accord. Question de Clara qui demande s'il a été difficile de s'imposer dans un univers aussi technique, surtout en venant du droit. Comme je disais, l'aspect technique du matériel de guerre, on est toujours épaulé avec un expert technique. Donc, on t'en voudra jamais de ne pas savoir les fonctionnalités d'un radar, d'un robot sous-marin, d'un drone, on t'en voudra pas. Après, ce qui est bien, c'est d'avoir cette curiosité de savoir pourquoi on a besoin de tel drone, pourquoi on a besoin de telle fonctionnalité. La personne avec qui tu vas travailler va se dire, mais celle-là, elle est curieuse, c'est hyper intéressant, et ça va, je veux dire, renforcer le binôme acheteur-prescripteur. Donc, la technique, c'est pas un sujet parce qu'il y a un expert qui est là pour ça. Après, si tu es curieuse et intéressée, c'est un atout, on va dire. Trop bien. Question de Missia, qui a 18 ans, qui est en première année de licence de droit. Elle demande si, au sein du ministère des Armées et chez les civils de la Défense, j'imagine, on recrute des personnes en situation de handicap. Oui. Ok. Oui, sans problème. Enfin, oui. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sujet, mais oui, on recrute des personnes en situation de handicap. Oui. Donc voilà. Et est-ce que vous prenez des stagiaires et à partir de quelles conditions? Est-ce qu'on prend? Oui, on prend des stagiaires. Les conditions, je dirais, il faut que le stagiaire soit en phase avec le métier sur lequel il postule. Je crois qu'il y a quand même des conditions de nationalité. On ne peut pas être binationaux ou nationalité étrangère. Je crois que c'est une des seules conditions qu'on impose. Très clair. Il y a Michael qui demande s'il existe des métiers de commercial au sein du ministère des Armées.
Donc, il y a des acheteurs, mais est-ce qu'il y a des gens qui vendent commerciaux? Alors, ce qui pourrait le plus… Alors, au sein des services achats de l'armement, on n'a pas de commerciaux. J'en vois pas, ou alors peut-être ce serait plus, on va dire, dans une direction de la DGA qui est plus spécialisée dans l'exportation et la coopération. Là, potentiellement, alors c'est pas des commerciaux, c'est pas du tout ça, mais ça peut ressembler un petit peu à ces métiers-là. Mais malheureusement, c'est pas du tout mon domaine de compétence, donc je pourrais pas en dire trop. Et Mickaël pose aussi la question de comment savoir si on est habilitable. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Et quelle est sa question derrière ça? Si on est habilitable, je te dirais de postuler. Tu verras. Après, l'habilitation, c'est aussi, enfin voilà, l'habilitation, c'est quand même un parcours de sécurité qui est assez complexe et très encadré. Donc, il faut postuler. Après, ouais, si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as pas de casier judiciaire, normalement, il n'y a pas de sujet. Nicolas, qui est actuellement en Master 1 en achat et en supply, en alternance en tant qu'acheteur. Il a plusieurs questions. 1. Est-ce que les dossiers sur lesquels tu travailles concernent majoritairement des achats directs ou indirects? Il va falloir que tu nous expliques ce que c'est. Oui, oui. Et 2, si tu es en contact avec les services approvisionnement des régiments. Alors là, 2, ça sera non, la réponse. Mais oui, je veux bien savoir ce qu'il entend par direct ou indirect. Ah, alors Nicolas, si tu peux nous aider et nous dire dans le chat ce que tu entends par des achats directs ou indirects. Là, je sens que c'est de l'achat privé. Enfin, il travaille essentiellement dans l'achat privé. Il y a quand même des différences entre acheteurs publics et acheteurs privés, mais je veux bien sa petite explication si jamais. Une question intéressante d'Elvis en attendant que Nicolas nous réponde, qui demande quelle qualification demande-t-on aux acheteurs qui viennent du civil? Donc j'imagine ce qu'elle veut dire, c'est les contractuels. On te demande quoi? On te demande un master 2 en achat? On te demande Alors, je dirais que c'est toujours mieux si la personne peut arriver en ayant un master dans la négociation, dans les achats. Après, il y a des recrutements avec juste une licence. Quoi d'autre? Regarde, moi, j'ai pas fait d'achat, donc j'ai fait du droit, donc j'ai quand même pu avoir le poste. On va dire qu'on part avec un petit avantage si on a le diplôme qui est en cohérence avec le poste. Néanmoins, comme je le disais, si on montre qu'on est volontaire, qu'on est en capacité de s'intégrer, même si on n'a pas fait l'étude qui est directement liée au poste, on peut quand même avoir ses chances. Après, c'est sûr, il ne faut pas que ce soit complètement différent, mais je dirais, voilà, avoir des études en commerce, c'est quand même mieux, mais je suis la preuve qu'il n'est pas besoin d'avoir fait des études en commerce ou en négociation pour avoir ce poste-là et évoluer. Question de Sabrina qui justement a envie de postuler en tant que contractuelle. Comment elle fait? Alors, il y a plusieurs plateformes, j'espère que je ne vais pas me tromper. Il y a Civil de la Défense, où on peut postuler s'il y a des postes qui circulent, ou alors faire des candidatures spontanées. C'est souvent ce que je dis aux gens, n'attendez pas que les postes sortent, candidatez. Je pense qu'on peut avoir les adresses si on fouine un peu sur le site du ministère. Je pense qu'à l'arrière, je pourrais les communiquer après sur des adresses fonctionnelles ou des sites internet pour pouvoir postuler. Ouais. Mais il faut postuler. Il ne faut pas attendre que le poste sorte. Nous, dans notre service, c'est ça, c'est qu'on a des candidatures spontanées. On les garde, j'allais dire, entre guillemets, sous le coude. Et dès qu'on a des opportunités, des postes qui s'ouvrent, hop, on prend tous nos petits CV qu'on a reçus et on fait passer des entretiens. Parfait. Et ça va intéresser Raphaël aussi, qui nous dit qu'il est en 3e année d'école de commerce, qu'il va intégrer un master en alternance achat, qu'il a envie, enfin, il envisage de travailler dans le secteur de la défense et notamment dans celui de l'armement. Est-il possible d'intégrer une alternance dans ce secteur? Ben oui, parce que le ministère des Armées recrute en alternance et tous les alternants, quels que soient les postes qu'ils font au sein du ministère des Armées, sont des civils de la défense. Donc, c'est génial. J'ai pas plus à dire, c'est exactement ça. Je crois j'en ai un dans ma division, justement, qui est arrivé en tant qu'alternant et qui maintenant est acheteur négociateur. Donc, ça fonctionne très bien. On les prend en alternance. Après, ils restent avec nous. Donc, ça, c'est jackpot pour les deux, j'allais dire. Émeric, qui te demande si en tant qu'acheteur, tu suis aussi le processus logistique après la vente jusqu'à la livraison. Ou est-ce que toi, ça s'arrête une fois que l'appel d'offres a été validé et tu dis c'est X, on a attribué le marché à X et puis c'est fini, ce qui se passe derrière, c'est plus chez toi.
On va dire qu'officiellement, c'est ne plus être chez moi. Néanmoins, on est là en soutien avec les experts techniques. C'est leur part où justement ce sont les experts techniques qui vont vérifier que le matériel livré est cohérent de ce qu'ils ont demandé. Mais nous, on est là en soutien s'il y a une difficulté. Souvent, on nous appelle quand ça se passe mal. Mais on est toujours là aussi pour conseiller les experts techniques, pour s'assurer, pour être montré aussi qu'on est plusieurs pour vérifier les éléments. Mais en général, voilà, l'acheteur est plus dans la partie passation et l'expert technique, il est plus présent dans la partie exécution. Mais l'acheteur est quand même aussi sollicité pour émettre des décisions sur des pénalités, sur des reports de délai. Et voilà, il est souvent sollicité par les experts techniques dès qu'il y a une interrogation sur l'aspect exécution du contrat, on va dire. Dernière question, il en reste plein, je suis désolée. Question d'Elisa, qui nous dit: bonjour Chloé, c'est quoi le type de projet le plus impressionnant sur lequel tu as travaillé? Et ça, je veux bien qu'on prenne quelques minutes pour que tu nous racontes le plus gros contrat, le plus gros achat, le truc qui t'a le plus impressionné ou qui nous impressionnerait le plus. C'est quoi? Il y en a plein. Alors malheureusement, les plus passionnants, je ne peux pas en parler, mais quand j'y repense, je me dis, mon Dieu, c'est fou. Un qui était assez rigolo, c'était de l'achat de maquettes de missiles où on faisait justement des expérimentations dessus pour voir comment un missile allait réagir, mettons s'il y a le feu à un bateau, un bâtiment de surface, pour voir comment la maquette allait réagir. Donc ça, c'est des sujets assez fun, assez intrigants, voir comment l'envers du décor. Après, les sujets les plus fous, et c'est très frustrant, mais je ne peux pas en parler. Donc, mais voilà, c'est très donc, mais ils sont passionnants et quand j'y repense, je me dis waouh, waouh. Et tu as fait des petits contrats et des très, 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 très gros contrats ou tu as fait que des très, 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 très gros contrats? J'avais de tout et ce qui est important d'avoir de tout justement, de ne pas se focaliser sur des gros contrats à plusieurs millions d'euros. Des fois, ce qui est bien, c'est les petits contrats où il faut aller super vite, ou des fois, en plus, on bosse avec des PME. Et ça, c'est hyper intéressant de bosser avec ces petites boîtes-là. Donc, j'ai eu, je pense, un portefeuille de contrats très varié, que ce soit avec des étrangers, des Français, gros groupes, petits groupes. Des contrats, mon plus petit contrat, je crois qu'il était à 1 200 euros. Et mon plus gros, je crois que c'était 1 milliard d'euros. Ah oui, ça change quand même. Beaucoup d'enjeux quand même tout aussi importants. Le petit contrat à 1 200 euros, ça permettait on va dire, de dépanner un système pour justement tenir des événements beaucoup plus emblématiques et voilà, fort enjeu. Super. Merci Chloé. J'essaye de récapituler tout ce qu'on s'est dit. Alors déjà, moi, le premier truc que je retiens, c'est qu'on peut être timide et être une négociatrice hors pair. Donc ça, c'est déjà intéressant. 2, je retiens qu'il faut oser et qu'à 2 reprises, quand il n'y avait rien qui me disait que ça allait se passer comme ça, tu as osé aller voir tes managers et leur dire une fois, tiens, et si vous me permettiez de changer de métier? Et 2, tiens, il n'y a pas de poste qui existe pour venir t'aider et je pense que tu aurais besoin d'un adjoint. Et si c'était moi? C'est ça. Bon, c'est quand même assez osé. Franchement, bravo. Et en plus, les 2 fois, ça a marché. Donc, comme quoi, il faut tenter. Au sein du ministère des Armées, il y a à la fois des civils et des militaires, et les deux cohabitent très bien ensemble. Quand on est fonctionnaire et qu'on rejoint le ministère des Armées après un IRA, on a non seulement l'opportunité de rejoindre le ministère des Armées et d'évoluer et d'avoir déjà un premier niveau de responsabilisation, mais on va pouvoir continuer à passer des concours pour toujours se développer. Et en fait, il n'y a rien qui nous bloque. C'est-à-dire qu'on a pu commencer en faisant du juridique à un moment donné, on peut faire des achats après, demain on peut faire des RH, de la finance ou d'autres choses. Finalement, c'est un peu, on est maître, tu as dit tout à l'heure, de son destin, et donc c'est le civil de la défense qui avance. On peut être récompensé de différentes manières, mais j'ai noté que parce que tu avais été une super ambassadrice et que tu avais beaucoup pris la parole pour expliquer ce qu'était le ministère des Armées, tu avais eu une médaille et une reconnaissance, alors que tu es civil et que donc les médailles ne sont pas réservées que aux militaires. Tu peux travailler quand on est acheteur sur des contrats qui vont de 1 200 euros à 1 milliard d'euros quand on a moins de 30 ans. Et donc, du coup, on donne cette responsabilisation à quelqu'un d'assez jeune quand même. Et donc, ce n'était pas le premier métier et qu'il n'y a pas les études en lien au tout début. J'ai eu l'impression que tu disais que
le binôme aussi que tu formes avec ton expert technique est extrêmement important et que donc du coup les deux mettent tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien et pour que ce soit constructif. Et j'ai l'impression aussi que, et alors je suis désolée de dire ça, mais c'est pas forcément l'image qu'on en a au départ. Quand on se donne vraiment les moyens et qu'on travaille beaucoup, on est récompensé et on a des opportunités. Et donc du coup, c'est quelque chose que tu encourages aussi et sur lequel tu invites qu'on soit homme ou femme, jeune ou à un moment donné dans sa reconversion, à rejoindre parce qu'il y a des opportunités et donc du coup, on peut soit être fonctionnaire, mais on peut aussi être contractuel. Et donc contractuel, on vient pour un temps plus court ou pas, parce qu'on peut renouveler des contrats aussi, mais on a la possibilité, même si on n'est pas fonctionnaire, de rejoindre le ministère des Armées et d'être civil de la Défense. Et vous recrutez des personnes en situation de handicap, des stagiaires, des alternants, à tout niveau. Oui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Voilà, c'est une belle synthèse. On a parlé de beaucoup de choses quand même. Hein. C'est très complet. Non, pour moi, tu as tout dit, Émilie. Merci pour ce récapitulatif. Et merci aux questions, surtout qui étaient hyper intéressantes. La bonne nouvelle, c'est que vous l'avez vu, Chloé, elle est ambassadrice civile de la Défense sur Major Glaciers. Ils sont 150. 150 civils dans des métiers qui n'ont rien à voir, qui travaillent à différents endroits du ministère des Armées. Certains qui sont fonctionnaires, d'autres qui sont contractuels, de tout grade, dans des domaines extrêmement variés. Et donc, du coup, si ça vous a donné envie, n'hésitez pas à aller échanger avec eux, à leur poser des questions. D'ailleurs, dans quelques instants, vous serez automatiquement redirigé vers leur profil. Donc voilà, j'espère que ça vous donne envie de suivre un peu le parcours de Chloé, puis de vous rappeler que c'est vous qui avez le crayon et c'est vous qui écrivez la suite. Donc osez, ne vous mettez pas de barrières, au contraire, enlevez-les les unes après les autres. Moi, je retiendrai qu'on peut être timide et une super acheteuse. Donc, et puis quelqu'un qui a osé aussi aller voir ses chefs 2 fois et demander que ça bouge et demander des opportunités. Donc, n'hésitez pas. Je peux vous parler, donc je vais te laisser le mot de la fin. Du coup, je vous remercie à toi, Émilie, et merci à tous pour vos questions. Je reste, comme dit Émilie, moi aussi joignable sur la plateforme. Alors, au mois d'octobre, j'ai pris tous les créneaux ont été pris, mais dès novembre, je suis redisponible. Donc, si vous voulez continuer à échanger sur plein d'autres sujets, ce qu'on a pu aborder pendant l'entretien, n'hésitez pas. Je reste disponible tout le mois de novembre, décembre et le reste du temps. Et en plus, on a Sabrina qui nous confirme qu'elle veut rentrer dans le ministère des Armées. Donc, Sabrina, tu sais aussi, c'est un truc qu'on ne dit pas assez, mais c'est important. Quand tu vas parler avec un ambassadeur du ministère des Armées sur My Job Glasses, derrière, tu as l'opportunité de dire au ministère, je suis intéressée par un job, venez parler avec moi et allons plus loin. Donc, si tu as envie de continuer, que ce soit dans les achats avec Chloé ou que ce soit sur un autre poste, n'hésite pas aussi à aller échanger avec les ambassadeurs parce que c'est aussi un moyen d'avancer vers une candidature au sein du ministère et tu pourras aussi de cette manière-là, j'imagine, récupérer tous les bons contacts pour pouvoir postuler et pour pouvoir aller plus loin. Voilà. Merci à tous. Merci encore Chloé pour ton temps et tous ces rendez-vous que tu as fait et comme tu le dis, ce n'est qu'un début. Excellente soirée à tout le monde et à très bientôt. Allez, bonne soirée. Ciao. Merci. Au revoir.